Savez-vous ce qui fait le plus mal? Voir ce regard dans les yeux de votre père, disant que vous êtes stupide, alors que vous vous tuez à étudier, et que rien ne reste dans votre tête. À l'époque, je ne savais même pas que j'avais un problème. Ya sabéis justa. Que ça faisait mal? Bonjour, mes chers amis. Yesu is mamie Odette. Odette est mon nom de naissance. Mais tout le monde me connaît comme Mamie Odette. J'ai 72 ans maintenant, portant une histoire qui a commencé quand je n'avais que 6 ans. Je vous parle depuis ma fenêtre ici à Nantes, Loire-Atlantique, où le café est toujours chaud. Et les souvenirs, eh bien, ils ne refroidissent jamais, même quand le bruit des voitures et des usines ne s'arrête jamais dehors. Avant de commencer cette histoire difficile, je voudrais dire quelque chose. Cette chaîne grandit, grâce à vous. Abonnez-vous ici, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en France. Ça pourrait être votre ville, votre région, ou même votre quartier. Si vous vous laissez, ça me rend si heureuse de savoir qu'il y a des gens de partout qui écoutent ce que cette vieille dame a à partager. Dites-moi aussi dans les commentaires quel âge vous avez. Je suis si fière de vous avoir ici avec moi. Je suis née toute petite, vous savez, si petite, que je tenais dans la paume de la main de mon père. 700 grammes, né à 7 mois. En 1953, un enfant né comme ça était presque un miracle de survivre. Et j'ai survécu. Mais la vie demande toujours son prix, n'est-ce pas? Ma mère, Béatrice, me racontait toujours comment elle priait jour et nuit à l'hôpital, où j'étais admise. Odette, tu étais si fragile, que les infirmières avaient peur de te tenir, disait-elle. Je restais à l'hôpital pendant 40 jours. Papa travaillait comme chargeur au marché de Talensac, et maman faisait des travaux de couture à la maison. Il raclait chaque sou pour payer la facture de l'hôpital, et finissait quand même par devoir des faveurs à la moitié du quartier. Già i grandi apparimento normale, même un peu potelé, parce que ma mère pensait que la nourriture était un remède pour tout. Mange un peu plus, Odette, pour devenir forte, répétait-elle à chaque repas, comme une prière. Ediement guys, heureuse comme tout, ne sachant pas que le problème n'était pas avec mon corps, mais avec mon petit cerveau. Les premiers signes apparaissaient quand je commençais l'école. J'avais 7 ans, un peu en retard, car maman avait peur de m'envoyer plus tôt. Je me souviens de mon premier jour, comme si c'était hier. Une petite robe bleue à pois blancs, que maman avait cousue toute la nuit, des chaussettes blanches, des chaussures noires, qui me serraient les orteils. J'étais si heureuse. Enfin, j'allais apprendre à lire, et à écrire, comme les grands enfants. La maîtresse, Madame Jeanne Dubois, était une dame avec les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semblait tendre toute la peau de son visage. Elle écrivait au tableau avec une écriture si nette que je trouvais ça la plus belle chose au monde. Mais c'est là que mon tourment commençait. Les autres enfants regardaient le tableau, copiant, comprenaient. Je regardais et ne voyais que des marques qui dansaient, des lettres qui changeaient de place, des chiffres qui se mélangeaient. Odette, pourquoi n'as-tu pas copié la leçon? Demandait Madame Jeanne. Je l'ai copiée, maîtresse, répondais-je, montrant mon cahier. Mais ce n'est pas ce qui est au tableau, ma petite. Et ce n'était pas, j'étais sûre, que je copiais correctement. Mais quand je regardais les cahiers des autres enfants, je voyais que le mien était complètement différent. Les lettres sortaient tordues, des mots manquaient des morceaux, des lignes entières étaient sautées. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Les semaines passaient. Et pendant que les autres enfants commençaient à assembler des lettres pour former des mots, je rampais encore. Je pleurais, caché dans les toilettes de l'école. Je priais tous les soirs, demandant à Saint Jude des causes impossibles de me rendre intelligente. Maman réalisait bientôt que quelque chose n'allait pas. Chaque soir, elle s'asseyait avec moi à la table de la cuisine. Après avoir lavé la vaisselle du dîner, les mains sentant encore le savon, et essayait de m'aider avec les devoirs. Ah yes, ma chérie, essayons encore. B avec A fait bas, B avec E fait B. Je répétais, mémorisais, mais le lendemain, tout semblait avoir quitté ma tête. Comme de l'eau coulant entre les doigts, je voyais la déception dans ses yeux, même quand elle essayait de la cacher. Papa, Antoine, c'était une autre histoire. Un homme dur, élevé dans la campagne bretonne, qui pensait que l'éducation était presque un luxe, surtout pour une fille. À quoi sert toute cette école? Une femme doit apprendre à cuisiner, nettoyer, tenir une maison, grommelait-il.
mais il acceptait quand même de m'envoyer à l'école, peut être à cause de l'insistance de maman, peut être parce que, au fond, il voulait une fille instruite, dont il pourrait se vanter auprès des autres chargeurs du marché. Le premier bulletin était un désastre. Des notes basses dans tout, des remarques de l'enseignante disant que je ne faisais pas attention, que je parlais trop, ce qui était un mensonge. J'étais silencieuse comme une porte, que je semblais toujours être dans la lune. Maman regardait ce papier, soupirait profondément, et disait doucement qu'elle trouverait une solution. Papa avait une autre réaction. C'est quoi ça, ma fille? Je dépense de l'argent pour des fournitures, des uniformes, et tu arrives avec ces notes? Le papier tremblait dans sa grande main cailleuse. C'est de la paresse, c'est du laisser-aller. Tu ne veux pas étudier, tu veux juste t'amuser. Mais j'étudie, papa, essayai-je d'expliquer, déjà les larmes aux yeux. Je le jure, j'étudie, menteuse par-dessus tout. Tu tiens du côté de ta mère, tous des bons à rien. Maman s'interposait devant moi, essayant de me défendre, mais se taisait. Quand il levait la main, il ne frappait pas, mais le geste suffisait. Dans cette maison, le dernier mot était toujours le sien. Le lendemain, maman m'emmenait en secret chez le médecin. Docteur. Pierre Lambert était un ami de la famille depuis des années, il m'avait même accouché. Un cabinet simple au rez-de-chaussée de sa maison dans le quartier Grasselin, sentant les médicaments et l'eau de Javel. Elle lui racontait tout ce qui se passait à l'école. Le médecin m'examinait, me posait des questions, me faisait dessiner, écrire, lire quelques mots, puis il regardait ma mère très sérieusement. Madame Moreau, au détaché, qu'on appelle une difficulté d'apprentissage, probablement à cause de sa naissance prématurée, certaines zones du cerveau n'ont peut être pas complètement développées. Maman devenait blanche comme du papier. Mais y a-t-il un remède? Docteur, ce n'est pas une maladie pour avoir un remède. Madame Moreau, c'est une condition. Odette n'est pas stupide, loin de là, son cerveau fonctionne juste différemment. Elle aura besoin de plus de temps, de plus de patience, de méthodes d'enseignement différentes. Nous quittions le cabinet avec une lettre du médecin pour l'école, et un sentiment étrange. Pour la première fois, mon problème avait un nom, une explication. Ce n'était pas de la paresse, ce n'était pas un manque d'effort, c'était quelque chose dans mon cerveau, que je ne pouvais pas contrôler. Maman mettait la lettre dans son sac, serrait ma main, et disait « Ne disons rien à ton père pour l'instant. D'accord, il ne comprendrait pas. » Et ainsi commençait notre secret. La lettre était remise à l'école, et Madame Jean, même sans comprendre pleinement ce que j'avais, commençait à me donner plus d'attention. Elle s'asseyait avec moi après les cours pendant environ 15 minutes, me montrant les lettres plus lentement. Maman achetait un cahier spécial avec des lignes plus épaisses, ce qui aidait un peu. Je m'efforçais tellement que je commençais à rêver de chiffres et de lettres. Je dormais avec le livre sous mon oreiller, comme si le savoir pouvait passer par osmose pendant la nuit. Je priais, faisais des promesses, suppliais Dieu de me rendre comme les autres enfants. Les notes s'amélioraient un peu, mais restaient loin d'être bonnes. Chaque leçon était une bataille, chaque contrôle un tourment. Les mots continuaient à danser sur le papier. Les chiffres se mélangeaient encore, comme s'ils avaient une vie propre. À la maison, maman devenait ma professeure particulière. Après que papa s'endormait, elle s'asseyait avec moi dans la cuisine, sous la lumière tamisée d'une lampe pour économiser l'électricité, et m'enseignait à sa manière, patiente. Elle inventait des chansons pour que je mémorise les lettres, dessinait des figures, qui m'aidaient à me souvenir des formes. Le A ressemble à une petite maison avec une personne dedans. Voice. Le B est une dame enceinte de dos. Lentement, très lentement, je commençais à apprendre, pas comme les autres enfants, pas au rythme que l'école attendait, mais à ma manière. C'est alors que Docteur Pierre suggérait que je redouble l'année. Ce serait mieux pour Odette d'avoir plus de temps pour assimiler la matière. La forcer à avancer ne fera que la frustrer davantage. Maman était d'accord, mais alors venait le plus gros problème. Comment le dire à mon père? Antoine avait une fierté absurde à dire à ses amis que sa fille était à l'école, apprenait des temps and temps. Il me demandait de montrer aux autres que je savais lire, me faisant épeler les titres du vieux journal, qu'il ramenait du travail. Je bégayais, faisais des erreurs, transpirais à froid, et il secouait la tête, déçu. Tu vois, elle ne fait pas attention, l'enseignante dit.
qu'elle est bonne élève, mais tout ce que je vois, c'est de la paresse. L'école envoyait le bulletin final en décembre 1960. Et c'est qui? Les mots tamponnés en rouge semblaient crier sur le papier. Maman prenait l'enveloppe avant que je puisse la montrer à mon père, et la cachait à l'intérieur de son matelas. Nous lui dirons après Noël. Ma chérie, ne gâchons pas les fêtes. Yanjin, ce Noël-là était étrange. Je recevais une poupée en tissu, que maman avait faite en secret, une nouvelle robe, cousue avec des restes de tissu de son travail, et un lourd sentiment d'échec, qu'aucun cadeau ne pouvait envelopper. En aidant à préparer la dinde, un luxe, que nous n'avions qu'une fois par an, je pensais à ce que serait l'année suivante. Retourner dans la même classe, voir les regards des camarades, qui avaient réussi à la Saint-Sylvestre, après que les voisins étaient partis, et que papa avait bu plus que sa part, il m'appelait dans le salon. Alors, Odette, as-tu eu tes résultats scolaires? As-tu passé l'année? Mon cœur s'accélérait. J'ai regardé maman, qui était dans la cuisine, et faisait un geste discret pour que je ne dise rien. Mais papa remarquait l'échange de regards. Quoi? Vous me cachez quelque chose? Non. Papa, bégayai-je. C'est juste, l'école n'a pas encore donné les résultats. C'était la première fois que je lui mentais directement. Le mensonge sortait de travers. Comme mes lettres dans le cahier. Papa plissait les yeux, méfiant. Comment ça? Ils n'ont pas donné. C'est déjà la fin de l'année. Les autres enfants du quartier savent déjà. S'ils ont réussi. C'est juste. L'enseignante a dit qu'ils enverraient par courrier. Maman entrait dans le salon à ce moment, essuyant ses mains sur son tablier. Antoine, laisse la petite tranquille. Saint-Sylvestre, parlons de choses agréables. Ils nous regardaient l'une après l'autre. La suspicion grandissante. Il y a quelque chose de louche ici. Vous deux cachez quelque chose. Le reste de cette nuit était un silence lourd. Papa buvait un peu plus, et s'endormait dans le vieux fauteuil du salon. Maman me mettait au lit, embrassait mon front, et disait « Tout ira bien. Ma chérie, nous réglerons ça demain. » Mais je savais, au fond de mon petit cœur d'enfant, que rien n'irait bien. La nouvelle année, qui devrait apporter de l'espoir, n'apportait que plus de peur. Et c'est ainsi que mon tourment commençait. Mes chers, une petite fille, qui voulait juste apprendre, être normale comme les autres, rendre ses parents fiers. Une petite fille, qui ne comprenait pas pourquoi les lettres s'échappaient, pourquoi les chiffres se cachaient, pourquoi sa tête fonctionnait différemment. Je ne savais pas encore que le pire était à venir, que ce petit mensonge innocent, dit avec tant de peur à la Saint-Sylvestre, serait l'étincelle qui déclencherait une tempête, qui changerait ma vie pour toujours. Je ne pouvais pas imaginer que bientôt je découvrirais le sous-sol sombre de notre maison, un endroit qui, jusqu'alors, n'avait servi qu'à stocker de vieux objets, et deviendrait mon cauchemar particulier. Oh, comme la vie prend des tournants. Aujourd'hui, assise ici dans mon petit appartement à Nantes, sirotant mon café, et parlant avec vous, on dirait que tout cela s'est passé dans une autre vie, à une autre personne. Mais les marques, les marques restant, certaines sur la peau, d'autres sur l'âme. Le premier jour de 1961 débutait avec un soleil timide entrant par la fenêtre de notre petite maison à 2 étages à Nantes. Je me souviens, comme si c'était hier, de l'odeur du café infusant dans la cuisine, mêlée à l'arôme du pain de la veille, que maman réchauffait sur la cuisinière. Ma tête encore lourde du mensonge, que j'avais dit la veille. Papa se réveillait avec une gueule de bois, grommelant partout, se plaignant de son mal de tête. Dans ces jours-là, nous savions qu'il valait mieux rester silencieux, ne pas déranger. Je restais dans ma chambre, arrangeant mes quelques poupées, prétendant que le monde extérieur n'existait pas, que janvier ne finirait pas, que février n'arriverait pas avec le retour à l'école. Les vacances passaient en un clin d'œil. Comme toujours, quand on a peur de quelque chose, bientôt c'était février, et maman devait m'inscrire à l'école. Il n'y avait plus moyen de reporter la conversation avec papa. C'était un mardi soir, papa rentrait fatigué du marché de Talensac, mais de bonne humeur. Il avait réussi à ramener des fruits, qui allaient être jetés, des pommes légèrement abîmées, des bananes très mûres. Mais pour nous, c'était un festin. Maman faisait un dessert avec les bananes, qui était délicieux. J'ai pensé qu'elle choisissait ce moment précisément, parce qu'il était satisfait, le ventre plein. Antoine, commençait-elle, sa voix basse, presque un murmure.
Nous devons parler de l'école d'Odette. Je me figeais. Ma cuillère s'arrêtait en l'air avec un morceau de dessert, qui n'atteignait jamais ma bouche. Qu'est-ce qu'il y a avec l'école ? Demandait-il, encore distrait par le dernier morceau de dessert dans son assiette. Jair sous son bulletin avant Noël. Continuait maman, ses mains se tordant dans son tablier. Rindet. Parce que je ne voulais pas gâcher les fêtes. Papa levait les yeux de l'assiette, déjà méfiant. Et pourquoi ça gâcherait les fêtes ? Elle n'a pas passé l'année. Le silence, qui suivait, était comme un tonnerre par une nuit claire. Maman baissait les yeux, je rentrais les épaules, et le visage de mon père changeait, passant de la suspicion au choc, du choc à la colère. Elle n'a pas passé. Ma fille a redoublé une année. Sa voix montait jusqu'à devenir presque un cri. Est-ce que cette école se moque de moi, ou c'est toi, qui n'as pas étudié ? Petite peste. Antoine, ne parle pas comme ça, essayait d'intervenir maman. La petite a un problème. C'est là que tout dérapait vraiment. Problème. Quel problème ? Cette fille n'a aucun problème, elle est juste paresseuse, fainéant. Comment se fait-il que les autres réussissent, et pas elle ? Tout le monde a un problème. Par hasard, maman prenait une profonde inspiration, rassemblant son courage, et lui parlait de la visite chez docteur Pierre, de ses, qu'il avait dit, de la naissance prématurée, des difficultés que j'avais. Papa écoutait tout avec les yeux plissés, son visage devenant de plus en plus rouge. Quand maman finissait, il frappait la table si fort que les assiettes sautaient. C'est ton invention, et celle de ce charlatan de médecin. Il n'y a pas de problème de cerveau. C'est une excuse pour la paresse. Et tu l'encourages encore, en l'emmenant chez le médecin dans mon dos, sans rien me dire. Antoine, le médecin a expliqué que je ne veux pas savoir ce que ce médecin a dit. Je veux savoir pourquoi vous m'avez menti. Pourquoi avez-vous caché le bulletin ? Pourquoi avez-vous monté cette comédie ? Why now ? À ce moment, je commençais à pleurer. Pas ce pleur scandaleux d'un enfant faisant un caprice, mais un pleur silencieux, de quelqu'un qui a honte de ses propres larmes. Papa me regardait avec mépris. Pleurer ne sert à rien. Odette, demain tu vas à l'école, et tu devras étudier 2 fois plus pour rattraper le temps perdu. Et si, à la mi-année, tu ne t'améliores pas, tu irás travailler. Plus de dépenses pour quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Cette nuit-là n'était que le début d'une année, qui serait la pire de ma vie. Le lendemain matin, maman m'emmenait à l'école pour m'inscrire. Je devais retourner dans la même classe, avec la même enseignante, mais avec des camarades d'un an plus jeunes. La honte était si grande, que je voulais enfouir ma tête dans un trou, comme ces autruches, que nous voyons dans les livres. Les nouveaux enfants me regardaient avec curiosité. Pourquoi est-elle si grande ? Entendais-je un garçon demander. C'est parce qu'elle est stupide. Elle n'a pas réussi, répondait un autre. Chaque mot était comme un coup de poignard dans ma poitrine. J'essayais de me concentrer sur le tableau, sur les cahiers, faire semblant de ne pas entendre. Mais les larmes insistaient à apparaître. À la maison, la situation n'était pas meilleure. Papa inspectait maintenant mes cahiers tous les jours. Il exigeait que je fasse mes devoirs à la table de la cuisine. Devant lui, quand je faisais des erreurs, et j'en faisais beaucoup, il frappait la table, criait, parfois déchirait la page du cahier, et m'ordonnait de tout recommencer. Regardez ça, c'est impossible, même un enfant de 3 ans écrit mieux que toi. J'essayais d'expliquer que ce n'était pas exprès, que je ne voyais pas les lettres correctement, qu'elles semblaient sauter sur la page. Il ne voulait pas entendre. Arrête de chercher des excuses, c'est un manque d'attention, c'est de la paresse. Maman essayait de m'aider, quand il n'était pas là, mais maintenant c'était plus difficile. Il interdisait d'étudier après le dîner, disant que c'était du laisser-aller, que je devais apprendre pendant la journée à l'école, comme tout le monde. Les mois passaient, et je continuais à lutter, peu importe à quel point je m'efforçais. Les lettres et les chiffres restaient mes ennemis. Madame Jeanne essayait de m'aider, mais dans une salle avec 30 enfants. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour donner une attention spéciale à une seule. Enyuin, le bulletin du premier semestre arrivait, mes notes étaient encore mauvaises, certaines même pires que l'année précédente. L'enseignante écrivait une observation. Odette montre de l'effort, mais continue d'avoir de sérieuses difficultés d'apprentissage. Je recommande une évaluation spécialisée. Quand papa voyait ce papier, je pensais que le monde allait s'écrouler. D'abord, il restait silencieux.
Un silence lourd, qui était pire que n'importe quel cri. Puis il froissait le bulletin en boule, et le jetait par terre. C'est décidé. Tu ne vas plus à l'école. Tu vas commencer à travailler avec moi au marché. Au moins, tu apprendras quelque chose d'utile. Maman était désespérée. Antoine, elle n'a que 8 ans. C'est contre la loi de la retirer de l'école. Et qui va le signaler? Toi. La petite Péoute reste inscrite, mais elle n'ira plus au cours. Elle m'aidera au travail le matin, et étudiera à la maison l'après-midi. Si elle n'apprend pas à l'école, elle devra apprendre dans la vie. Ayman, c'est Einse. Qu'à 8 ans, je commençais à accompagner mon père au travail. Nous partions avant l'aube, quand le ciel était encore sombre, pour arriver au marché de Talensac. Quand les premières livraisons arrivaient, j'apportais ce que je pouvais, des petites caisses de fraises, des petits sacs de haricots. Pendant que papa prenait les charges lourdes, nous rentrions à midi. Épuisés, papa faisait une sieste, et maman essayait de m'apprendre quelque chose. Mais j'étais toujours si fatigué, que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Les lettres, qui dansaient déjà avant, semblaient maintenant tourner dans un manège incontrôlé. Odette, fais attention, disait maman, inquiète. Ton père va demander ce que tu as appris aujourd'hui. Et il demandait, chaque soir après le dîner. C'était le même rituel. Il prenait mon cahier, regardait les pages gribouillées, et posait des questions sur ce que j'avais étudié dans l'après-midi, quand je ne savais pas répondre. Ce qui était presque toujours. La punition venait. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où frapper un enfant est un crime. C'était normal, accepté, même attendu, que les parents corrigent leurs enfants avec des fessées, des Zeintures, des Chaussons. Mais papa avait une manière spéciale de punir, qui ne laissait pas de marque sur la peau, seulement sur l'âme. Il me faisait m'agenouiller sur des grains de maïs, face au mur, pendant 1 heure ou plus, où il me faisait rester debout, les bras ouverts, tenant des livres lourds, jusqu'à ce que mes muscles tremblent de fatigue. Parfois il m'enfermait dans le garde-manger de la cuisine, un espace étroit, sombre, où je pouvais à peine respirer. Peut être que comme ça, tu apprendras à apprécier étudier, disait-il, en tournant la clé. Maman pleurait en secret, mais ne pouvait rien faire. Dans notre maison, sa parole était la loi, et si elle essayait de me défendre trop, elle en prenait aussi. Cette routine de travail et de punition continuait pendant des mois. À l'école, ma présence devenait de plus en plus rare. Maman inventait des excuses, que j'étais malade, que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Mais la directrice commençait à être méfiante. Une des rares fois où Giallies, elle m'appelait dans son bureau. Odette, pourquoi manques-tu autant? Demandait-elle, avec ce regard d'adulte. Qui sait que quelque chose ne va pas? Je déglutissais difficilement, me souvenant de l'avertissement de mon père avant de quitter la maison. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, la punition sera pire. J'aide ma mère à la maison. Mentais-je, les yeux fixés sur le sol? Elle a été malade. La directrice n'y croyait pas, bien sûr. Mais que pouvait-elle faire? À l'époque, en 1961, il n'y avait pas de service de protection de l'enfance. Il n'y avait pas la surveillance qui existe aujourd'hui. Un enfant qui n'allait pas à l'école n'était qu'un numéro de plus dans les statistiques. À la fin de cette année-là, je n'avais même pas besoin de passer les examens finaux. J'avais déjà échoué à cause des absences. Le bulletin arrivait par courrier, et maman parvenait à le cacher à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait aucun moyen de reporter l'inévitable. Antoine, commençait-elle une nuit, après que je pensais que le pire était déjà passé, que le sujet était oublié. Odette a échoué à nouveau. Je n'oublierai jamais le regard qu'il me lançait. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la déception, c'était quelque chose de pire, quelque chose de froid, calculé. Je m'y attendais, disait-il, étonnamment calme. C'est là, on ne peut pas l'aider. Cette tranquillité me faisait plus peur que n'importe quel cri. Papa était comme une tempête, bruyante, violente. Mais ça passait. Cette soudaine tranquillité était comme le calme avant l'ouragan. Noël 1961 était encore plus triste que le précédent. Je ne recevais pas de cadeaux. Je ne participais pas au dîner. J'étais enfermé dans ma chambre, pionné, écoutant la famille fêter de l'autre côté de la porte. Maman parvenait à m'apporter un morceau de pain perdu en secret, mais c'était tout. À la Saint-Sylvestre,
Pendant que les voisins lançaient des feux d'artifice pour la fête nationale du 14 juillet, et trinquaient avec du cidre bon marché, j'étais allongé dans mon lit, prétendant dormir, mais en réalité priant. Je demandais à Dieu, à tous les saints, que je connaissais, que la nouvelle année soit différente, qu'un miracle se produise, et que papa me pardonne, que je puisse enfin apprendre comme les autres enfants. Je ne savais pas encore que mes prières seraient exaucées de la pire manière possible, que 1962 commencerait par une nuit, qui changerait ma vie pour toujours. Une nuit, qui, même après tant d'années, me fait encore me réveiller en sueur, criant dans le noir, comme si j'étais encore cette petite fille de 8 ans, terrifiée, traînée au sous-sol. Maïssa, mes chers, c'est une histoire que je dois encore trouver la force de raconter, car même maintenant, plus de 60 ans plus tard, les souvenirs de ce sous-sol sombre me donnent encore des frissons. Je peux encore sentir l'odeur de moisi, l'humidité sur les murs, l'obscurité, qui semblait tout avaler, même l'espoir. La première nuit de janvier 1962, je n'oublierai jamais cette date, elle est marquée dans mon âme, comme si elle avait été gravée au fer rouge. L'horloge du salon venait de sonner minuit, et je faisais semblant de dormir, recroquevillé sous la mince couverture, écoutant le bruit des derniers feux d'artifice explosant au loin. La maison était silencieuse. Maman s'était déjà retirée après avoir nettoyé la cuisine, fatiguée par la petite fête que nous avions eue, juste nous trois, et le silence lourd, qui semblait un quatrième invité à table. Papa avait bu plus que d'habitude, mais il n'était pas agité. Au contraire, il avait cette tranquillité effrayante, qui était apparue ces derniers jours depuis qu'il avait appris mon deuxième échec. Le sommeil venait enfin, quand j'entendais la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Je pensais que c'était maman, venant me donner un baiser de bonne nuit, comme elle le faisait parfois, quand papa dormait déjà, mais l'odeur forte de cigarettes et de whisky, qui envahissait la chambre, m'alertait que ce n'était pas elle. « Réveille-toi !» La voix de mon père sonnait basse, contrôlée. « Yesais, que tu ne dors pas !» J'ouvrais les yeux lentement, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir par ma bouche. Papa était debout à la porte, une silhouette sombre découpée contre la faible lumière du couloir. Je ne pouvais pas voir son visage correctement, mais je sentais son regard fixé sur moi. « Lève-toi, et viens avec moi », ordonnait-il, sans hausser la voix, sans faire de bruit. « Je ne veux pas réveiller ta mère. » Cette demande de ne pas réveiller maman était ce qui me faisait le plus peur. Papa ne se souciait jamais, si maman entendait les punitions qu'il me donnait. Au contraire, il semblait tenir à ce qu'elle en soit témoin, comme s'il voulait montrer qui commandait là. Je sortais du lit, tremblante, encore en chemise de nuit, les pieds nus sur le sol froid en béton. Je suivais papa dans le couloir sombre. Nous descendions les escaliers, qui grinçaient à chaque pas. Mon cœur semblait sur le point d'exploser de peur. Où m'emmenait-il ? Qu'avait-il prévu avec cette tranquillité effrayante des derniers jours ? Quand il s'arrêtait devant la porte du sous-sol, je comprenais, et la terreur montait dans ma gorge comme du fiel. Le sous-sol de notre maison était un endroit que j'évitais à tout prix. Il était sous l'escalier, avait un plafond bas, où même papa ne pouvait pas se tenir droit. Il était sombre, humide, plein d'émites et de cafards. Il servait de stockage pour de vieux objets, des outils rouillés, des boîtes en carton moisi avec des choses que personne n'utilisait plus, mais n'avait pas le courage de jeter. « Papa, s'il te plaît, » murmurai-je, les larmes coulant déjà avant que je sache ce qui m'attendait. « Je promets que je vais étudier plus. Je vais apprendre, je le jure. » Il ne répondait pas. Il déverrouillait juste le cadenas rouillé, ouvrait la porte, qui grinçait sur des gonds ayant besoin d'huile, et allumait une faible ampoule, qui pendait du plafond bas. La lumière jaunâtre éclairait à peine l'espace, créant des ombres, qui semblaient bouger sur les murs humides. « Entrez », ordonnait-il, poussant mon dos avec assez de force pour me faire trébucher, et tomber à genoux sur le sol sale. L'odeur là, dedans était étouffante. Moisi, bois pourri, terre humide. Je me tournai pour regarder papa, le suppliant des yeux, incapable de former des mots, à cause de tant de peur. C'est alors qu'il enlevait sa ceinture. Ce n'était pas la ceinture habituelle qu'il utilisait pour tenir son pantalon. C'était une ceinture plus épaisse, en cuir sombre, avec une grande boucle métallique, qui brillait sous la faible lumière.
Je n'avais jamais vu cette ceinture auparavant, et quelque chose me disait qu'il l'avait gardée spécialement pour cette occasion. Sais-tu pourquoi tu es ici, Odette demandait-il, en roulant une extrémité de la ceinture autour de sa main, laissant un long morceau pendre. Parce que j'ai redoublé l'année, bégayai-je, tout mon corps tremblant. Non, il secouait lentement la tête. Tu es ici, parce que tu as menti, parce que tu as essayé de me tromper, parce que tu as fait mentir ta mère aussi. L'échec n'est que la conséquence de ta paresse. Mais le mensonge mérite une punition spéciale. Roten, le premier coup venait sans avertissement. Le cuir claquait sur mon dos. Par-dessous la fine que mi sedenuit. Et la douleur était si intense que je pensais que j'allais m'évanouir. Je mordais ma lèvre fort pour ne pas crier, me souvenant qu'il ne voulait pas que maman se réveille. C'est pour que tu apprennes, disait-il, sa voix toujours étrangement contrôlée, alors que la ceinture montait et descendait. Chaque mensonge, chaque mauvaise note, chaque jour où tu m'as pris pour un idiot. Je perdais le compte des coups de ceinture. 5, 10, peut être plus. À un moment, mes jambes cédaient, et je tombais sur le côté sur le sol sale, me recroquevillant comme un animal blessé, essayant de protéger mon visage avec mes bras. Quand il s'arrêtait enfin, j'étais presque inconsciente de douleur. J'entendais le bruit de la ceinture posée sur une vieille boîte. Je pensais que le pire était passé, qu'il allait me ramener dans ma chambre. Mais je me trompais. Maintenant, tu vas rester ici, et réfléchir à ce que tu as fait, disait-il, se dirigeant vers la porte. Peut être qu'une nuit dans le noir t'aidera à clarifier ton esprit. Non, papa. S'il te plaît, parvenais-je à crier, la désespération l'emportant sur la peur. Ne me laisse pas ici. Mais il était déjà dehors, sa main sur la porte. Des mine. Si je suis de bonne humeur, peut être que je te laisserai sortir. Si tu cries ou fais du bruit, tu restes plus longtemps. La porte se fermait avec un bruit sourd, et j'entendais le cadenas se verrouiller de l'extérieur, puis des pas s'éloignant, montant les escaliers, jusqu'à ce que tout devienne silencieux, et puis la lumière s'éteignait. Je n'avais jamais connu une obscurité comme celle-là. Elle était dense, étouffante, elle semblait avoir du poids, et de la texture. On ne pouvait même pas voir sa propre main devant son visage. Le sous-sol n'avait pas de fenêtre. Aucun filet de lumière n'entrait là, dedans. Les sons, en revanche, semblaient amplifiés. Le goutte constant de l'eau dans un coin. Le grattement des cafards sur les murs. Et d'autres bruits, que mon esprit terrifié transformait en monstres, en fantômes, en choses terribles venant me chercher dans le noir. Je me recroquevillais dans le coin le plus sec que je pouvais trouver en tâtonnant dans l'obscurité. Serrante, Mess Renault. Mon dos brûlant terriblement là, où la ceinture avait marqué. Je tremblais de froid, de peur, de douleur, mes dents claquaient, et je les serrais fort. Pregnant, que le bruit atteigne l'étage, et irrite mon père encore plus. Les heures s'écoulaient, comme si elles étaient des jours. Sans horloge, sans lumière, sans notion du temps. Chaque minute semblait une éternité. Je fermais les yeux, essayais de dormir, mais la peur et la douleur me gardaient éveillé. Quand la fatigue finissait par l'emporter, et que je somnolais, le moindre bruit me faisait sursauter, me ramenant au cauchemar réel. À un moment dans la nuit, j'entendais un bruit différent, des pas légers, descendant les escaliers, chilégash, qu'il faisait à peine grincer le vieux bois. Puis un murmure de l'autre côté de la porte. Odette, ma chérie, es-tu là? La voix de ma mère était comme un rayon de soleil au milieu de cette obscurité. Je me traînai jusqu'à la porte, ignorant la douleur dans mon dos. Maman, murmurai-je en retour, ma voix rauque de tant de pleurs silencieux. Sors-moi d'ici. S'il te plaît. Je ne peux pas. Ma chérie. Sa voix était étouffée. Je réalisais qu'elle pleurait aussi. Il a pris la clé du cadenas, l'a cachée quelque part. Je ne sais pas. Ah! Mon cœur s'effondrait. Même maman, ma seule alliée, ne pouvait pas m'aider. Est-ce qu'il t'a beaucoup frappé? Demandait-elle, sa voix si basse que je pouvais à peine entendre. Oui. Oh, répondais-je simplement. Je n'avais pas l'énergie pour expliquer, pour décrire la douleur. Il y avait un silence de l'autre côté de la porte, brisé seulement par le son étouffé de ses pleurs. Je t'apporterai de l'eau et de la nourriture. Quand il partira le matin, promettai-le. Tiens bon, mon ange, ça passera. J'entendais ses pas s'éloigner, aussi prudent qu'à son arrivée,
Je retournai dans mon coin, un peu réconforté de savoir que maman savait où j'étais, que je n'avais pas été complètement oublié. Je ne peux pas dire, quand le sommeil m'a finalement vaincu, j'ai que je me réveillais au son de la porte s'ouvrant, et à la faible lumière du matin entrant, avec ma mère, qui portait un verre d'eau, et un morceau de pain. Mangia vite, murmurait-elle, regardant effrayée vers les escaliers. Il est parti au travail, mais pourrait revenir à tout moment. S'il oublie quelque chose. Je buvais l'eau, comme si c'était le nectar le plus précieux au monde, ma gorge sèche brûlant avec le liquide. Je dévorais le pain en quelques secondes, le goûtant à peine, juste satisfaisant la faim, qui serrait mon estomac. Maman, sors-moi d'ici, Icia, m'accrochant à l'ourlet de sa jupe. S'il te plaît, elle s'agenouillait devant moi, ses yeux rouges de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. C'est alors seulement que je remarquai l'hématome sur sa pommette. Papa l'avait frappé aussi. Je ne peux pas, ma chérie, disait-elle, sa voix tremblant. Il a juré que si je te sors d'ici, ce sera pire. Il t'emmènera loin de moi. La désespération dans ses yeux me disait tout. Elle était aussi piégée que moi, juste dans une prison différente. Quand me laissera-t-il sortir ? Demandai-je, sentant les larmes revenir. Il a dit à la fin de la journée. Si tu restes silencieuse et réfléchis à ce que tu as fait, répondait-elle, passant sa main tremblante dans mes cheveux emmêlés. Tiens bon encore un peu. D'accord, je reviendrai dès que je pourrai, Michel. Et ainsi allait ma première journée dans le sous-sol. Maman parvenait à revenir 2 fois de plus, une fois à l'heure du déjeuner, une autre au milieu de l'après-midi, apportant toujours le minimum de nourriture et d'eau qu'elle pouvait cacher, toujours avec la même peur dans les yeux, toujours avec la même promesse. Demain, il devrait te laisser sortir. Le 3e jour venait et passait, mon corps souffrait d'être recroquevillé sur le sol dur, mon dos brûlait encore des coups de ceinture, et le froid nocturne pénétrait jusqu'aux os. Maman continuait à apporter le minimum de nourriture et d'eau qu'elle pouvait cacher, toujours avec la même peur dans les yeux, toujours avec la même promesse. Demain, il devrait te laisser sortir. Hein ? Le 4e jour, je me réveillais au son de disputes venant d'en haut. La voix de papa altérée, celle de maman suppliante. Je ne pouvais pas distinguer les mots exacts, mais le ton était clair. Elle lui demandait de me laisser sortir. Il refusait, puis le silence. Après des pas lourds descendant les escaliers, mon cœur s'accélérait. Quand j'entendais le cadenas s'ouvrir, la porte s'ouvrait violemment, et il était là, son visage déformé par une expression qui mêlait colère et autre chose, du plaisir, peut-être, du plaisir à me voir là. Vainque, Sail, recroquevillé de peur, ta mère pense, qui toi appris ta leçon, disait-il, entrant dans le sous-sol, et fermant la porte derrière lui. L'ampoule faible s'allumait à nouveau, révélant son visage dans des ombres déformées, mais je n'en suis pas si sûr. Il enlevait la ceinture de sa taille, la même ceinture épaisse d'il y a quelques jours, et tout mon corps commençait à trembler de manière incontrôlable. S'il te plaît, papa, bégayai-je, j'ai appris, je le jure, je ne mentirai plus jamais, je n'aurai plus jamais de mauvaises notes. Il riait, un rire sec sans humour. C'est facile de promettre. Quoi n'en est père, n'est-ce pas? Mais voyons, si tu peux tenir. Ah non, la ceinture montait et descendait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je n'avais plus la force même de me protéger. Je me recroquevillais davantage, sentant chaque coup ouvrir de nouvelles coupures sur celles qui n'avaient même pas encore guéri. Quand il se fatiguait, il jetait de l'eau froide sur moi, de l'eau qu'il avait apportée dans un seau, que je remarquais seulement alors près de la porte. Pour laver la paresse, disait-il, alors que je m'étouffais, et toussais, trempé, tremblant encore plus dans le froid du sous-sol. Il partait, et verrouillait à nouveau la porte, me laissant mouillé, blessé, et plus désespéré que jamais. Je ne sais pas combien de temps je restais là. Les jours commençaient à se mélanger. La notion du temps complètement perdu. Maman continuait à apparaître, quand elle pouvait, apportant de la nourriture cachée, et de l'eau, nettoyant mes blessures avec un chiffon humide, pleurant doucement, tout en me suppliant de tenir bon. Juste un peu plus. Lors d'une de ces visites, quand cela devait être le 6e ou 7e jour, elle semblait différente. Il y avait une détermination dans ses yeux, que je n'avais pas vue auparavant.
Je vais te sortir d'ici, murmurait-elle, regardant nerveusement vers les escaliers. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Je dois tout préparer d'abord. Comment? Demandai-je, incapable de croire, craignant de créer des espoirs, qui seraient écrasés plus tard. Mon frère, disait-elle, si basse, que je devais me pencher pour entendre. Gérard, je lui ai envoyé un message. Il est shérif à La Rochelle. Tu te souviens? Il va nous aider. Oncle Gérard. Je me souvenais à peine de lui. Il était venu nous rendre visite une fois, il y a des années. Mais papa ne l'aimait pas. Ne laissait pas maman garder le contact avec sa famille. Quand je demandais, un petit fil d'espoir s'allumait dans ma poitrine. Il a dit qu'il arrivera dans 2 jours. Je vais te sortir d'ici avant que ton père ne revienne du travail. Et nous irons directement au commissariat. Gérard sera là à attendre. Ouais, cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'étais enfermé dans le sous-sol, je parvenais à dormir d'un sommeil plus paisible. L'idée qu'il y avait une fin en vue, qu'oncle Gérard viendrait nous sauver, me donnait la force d'endurer. Les 2 jours suivants étaient les plus longs de ma vie. Chaque minute semblait une heure. Chaque heure, un jour entier. Maman venait moins souvent, probablement occupée par les préparatifs de notre évasion. Quand elle apparaissait, elle était nerveuse, agitée, ses yeux se tournant constamment vers les escaliers. Et puis, enfin, le jour arrivait. Maman apparaissait tôt le matin. Dès que papa partait au travail, « C'est aujourd'hui », disait-elle, déverrouillant le cadenas avec une clé qu'elle n'avait pas avant. Face à mon regard surpris, elle expliquait, « Je l'ai trouvé hier, caché dans son tiroir à chaussettes. » Tianda. Monter les escaliers était presque impossible. Mes jambes, affaiblies par des jours allongés sur le sol dur, me soutenaient à peine. Maman devait pratiquement me porter, un bras autour de ma taille, me guidant pas à pas. La lumière du jour m'aveuglait momentanément. Quand nous atteignions la cuisine, je fermais les yeux, sentant des larmes couler sur mon visage sale, l'odeur du café frais, du pain, les bruits de la rue dehors. Des choses simples, que je n'avais jamais valorisées avant, semblaient maintenant des cadeaux précieux. Prenons un bain. Et changeons de vêtements, disait maman, me guidant vers la salle de bain. Puis nous irons directement au commissariat. Gérard devrait déjà être là à nous attendre. Le bain était douloureux et libérateur à la fois. L'eau chaude piquait les blessures ouvertes, mais lavait des jours de saleté, de peur, de désespoir. Maman m'aidait à laver mes cheveux emmêlés, à frotter ma peau marquée avec soin, pour ne pas faire plus mal. Puis elle m'aidait à m'habiller avec des vêtements propres, pas les meilleurs, pour ne pas éveiller les soupçons, au cas où papa reviendrait tôt, mais des vêtements qui n'étaient ni déchirés, ni tachés de sang. Prête, demandait-elle, prenant un petit sac, où elle avait mis quelques objets essentiels, des documents, un peu d'argent, quelques vêtements. Je hochais la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. J'étais prête à quitter ce cauchemar, à ne jamais retourner dans ce sous-sol, à ne plus jamais sentir la ceinture sur mon dos, à ne plus jamais entendre que j'étais stupide, paresseuse, menteuse, ce que je ne savais pas, alors que maman ouvrait la porte d'entrée et me guidait vers la rue ensoleillée. C'était que notre véritable libération ne faisait que commencer, que le chemin serait long et difficile. Mais que, pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière avait un nom, Justice. L'air frais de janvier frappait mon visage, comme une bénédiction. Quand nous quittions notre petite maison à Nantes, Meille, habitué à l'obscurité du sous-sol, brûlait avec l'éclat du jour. Je tenais fort la main de maman, alors que nous marchions rapidement sur le trottoir chaud. Chaque pas faisait mal dans mes jambes faibles, chaque mouvement rouvrait les blessures à peine cicatrisées sur mon dos. Mais je ne me plaignais pas. La liberté douloureuse était toujours la liberté. Les gens qui passaient près de nous détournaient le regard. Même en vêtements propres, je devais avoir une apparence effrayante. Trop maigre, pâle comme de la cire, des cernes profonds sous les yeux, mon visage marqué par tant de pleurs. Maman n'était pas beaucoup mieux, avec cet hématome mal dissimulé sur son visage. Sa manière nerveuse de regarder par-dessus son épaule tous les quelques pas, comme si elle s'attendait à voir papa apparaître à chaque coin. Le commissariat est à 4 pâtés de maison d'ici, murmurait-elle, serrant ma main. Peux-tu marcher jusque-là? Où veux-tu que j'appelle un taxi? Un taxi était un luxe que nous n'avions jamais utilisé. Cela signifiait dépenser de l'argent que nous n'avions pas, de l'argent dont nous pourrions avoir besoin.
Si les choses ne se passaient pas comme prévu, je peux marcher, répondais-je, ma voix encore faible de ne pas l'avoir utilisée correctement. On aurait dit la voix de quelqu'un d'autre. Rauque et brisée. Nous continuions en silence à travers les rues familières du quartier, qui semblaient maintenant différentes. Comme si je les voyais pour la première fois, une semaine enfermée dans ce sous-sol avait changé ma perception du monde. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus forts, les odeurs plus intenses. Même la puanteur des ordures au coin semblait presque agréable comparée à l'odeur de moisie et d'humidité qui s'était imprégnée dans mon nez. Le commissariat de Nantes était un vieux bâtiment à 2 étages avec une façade écaillée qui avait connu de meilleurs jours. La peinture bleue et blanche, couleurs officielles de la police, était décolorée par le soleil. Et la pollution, un drapeau français pendait mollement sur le mât à l'entrée, sans vent pour flotter ce jour, chaud de janvier. Nous nous arrêtions devant le bâtiment, Momon Hieshitante, comme si elle réalisait seulement maintenant l'énormité de ce que nous allions faire. Dénoncer papa, signifiait briser la loi la plus sacrée de notre maison, la loi du silence, la loi qui disait que les problèmes de famille se réglaient en famille. Allons-y, disait-elle enfin, plus pour elle-même que pour moi. Ton oncle devrait nous attendre. Yang, nous montions les 3 marches de l'entrée, passions par la lourde porte en bois, et soudain nous étions à l'intérieur du commissariat. L'environnement était étouffant, un mélange de sueur, des cigarettes, et de l'odeur caractéristique des vieux papiers. Il y avait un haut comptoir juste à l'entrée, où un officier de police d'âge moyen avec un visage peu amical, remplissait un formulaire. Derrière lui, on pouvait voir quelques bureaux avec d'autres officiers, des téléphones sonnant, des machines à écrire cliquetant. Maman s'approchait du comptoir, tenant toujours ma main, comme si elle craignait que je disparaisse. Si elle lâchait. Bonjour, disait-elle, sa voix tremblant légèrement. Nous cherchons le shérif Gérard Moreau. Test, c'est mon frère, et il a dit qu'il serait ici aujourd'hui. L'officier levait les yeux du formulaire, nous examinait de haut en bas avec ce regard que les officiers de police ont, comme s'il cherchait toujours quelque chose de suspect. Il ouvrait la bouche pour répondre, mais était interrompu par une voix venant de derrière lui. Béatrice, c'est toi, un homme grand aux épaules larges, les cheveux bien coupés, déjà grisonnant aux tempes, et une moustache épaisse apparaissait. Sortant d'une pièce à l'arrière, il portait un costume simple, mais bien repassé, et avait un insigne attaché à sa ceinture. Ses yeux, de la même teinte brun foncé que ceux de maman, s'élargissaient. Quand il nous voyait, oncle Gérard, ça faisait tant d'années que je ne l'avais pas vu, que je le reconnaissais à peine. La dernière fois était quand j'avais environ 4 ans. Avant que papa n'interdise à maman de voir sa famille, je me souvenais vaguement d'un homme souriant, qui m'apportait des bonbons, et me mettait sur ses épaules pour jouer au cheval. L'homme, que je voyais maintenant, n'avait rien de souriant, son visage était sérieux, inquiet, et devenait encore plus, quand ses yeux se posaient sur moi, remarquant mon état. Mon Dieu, murmurait-il, sortant de derrière le comptoir, et s'approchant de nous. Que vous est-il arrivé à toutes les deux? Aïe, c'était la goutte d'eau, maman, qui avait été si forte tout au long de cette épreuve, qui avait planifié notre évasion si soigneusement, s'effondrait. Elle commençait à pleurer là, au milieu du commissariat. Des sanglots profonds, qui secouaient tout son corps. Oncle Gérard l'enlaçait, jetant un regard inquiet vers moi par-dessus son épaule. Allons dans mon bureau, disait-il, guidant maman d'un bras autour d'elle, l'autre tendu vers moi. Nous pouvons parler avec plus d'intimité là, bas. Le bureau d'oncle Gérard était petit, mais organisé. Un bureau en bois sombre couvert de dossiers et de papiers. 2 chaises simples devant pour les visiteurs. Une plus grande et plus confortable derrière pour lui. Sur les murs, quelques certificats encadrés, un calendrier de la police, et une photo en noir et blanc d'un groupe d'hommes en uniforme, probablement sa classe de formation à l'académie. Il nous faisait asseoir, sortait une thermos d'un petit meuble, et nous servait de l'eau dans des verres épais. Maintenant, dites-moi ce qui se passe, demandait-il, s'asseyant sur le bord du bureau au lieu de la chaise, pour être plus près de nous. J'ai reçu ton message, Béatrice, mais il était si vague. Il disait seulement que tu avais besoin d'aide urgente. Qui ça concernait, Odech? Bien. Maman essuyait ses larmes avec un mouchoir, qu'elle sortait de sa manche, prenait une profonde inspiration, et commençait à raconter
Elle parlait de mes difficultés à l'école, du diagnostic du médecin, comment papa refusait d'accepter que j'avais un vrai problème. Elle parlait du premier échec, puis du deuxième, comment il m'avait retiré de l'école et forcé à travailler au marché. Et puis, avec une voix étouffée, elle arrivait à la partie du sous-sol. En parlant, je voyais le visage d'oncle Gérard changer. D'abord, il n'y avait que de l'inquiétude, puis de la surprise, puis de l'incrédulité, et enfin, une colère contenue, qui faisait se crisper sa mâchoire. Sa moustache tremblait légèrement. Il la gardait enfermée pendant une semaine, demandait-il, sa voix contrôlée, mais avec une tension évidente. Sans nourriture adéquate, sans hygiène de base, dans un sous-sol humide et sombre. Maman hochait la tête, incapable de répéter les détails qu'elle avait déjà donnés. Et ceci, il pointait l'hématome sur son visage. C'était lui aussi. Un autre hochement silencieux. Oncle Gérard prenait une profonde inspiration, comme s'il essayait de se calmer. Il se levait, marchait jusqu'à la porte, l'ouvrait et appelait quelqu'un. Sergent Dupont, venez ici, s'il vous plaît. Un homme en uniforme apparaissait rapidement. Il était plus jeune qu'oncle Gérard, peut être dans la trentaine, avec un visage qui semblait perpétuellement inquiet. Je veux que vous appeliez l'assistante sociale, Madame Claire Martin, pour qu'elle vienne au commissariat immédiatement, ordonnait oncle Gérard. Dites-lui que c'est un cas de maltraitance infantile et de violence domestique. Et après, je veux que vous prépariez une voiture de patrouille. Nous allons rendre visite à l'adresse que je vous donnerai sous peu. Le sergent hochait la tête et partait rapidement exécuter les ordres. Oncle Gérard reportait son attention sur nous. Odette, disait-il, s'accroupissant devant moi pour être à la hauteur de mes yeux. J'ai besoin de voir ce qu'il t'a fait. Ya comprends que c'est difficile, mais c'est important de tout documenter correctement. Je déglutissais difficilement, regardant maman pour approbation. Elle hochait légèrement la tête, ses yeux encore rouges de pleurs. Lentement, je me tournais et soulevais ma blouse jusqu'aux épaules, révélant ce que je savais être une carte de bleu, des coupures et de marques de ceinture, qui couvraient ma peau des épaules à la taille. J'entendais oncle Gérard jurer à voix basse, suivi d'une excuse pour le langage. Je sentais ses doigts toucher une des marques, légèrement, si doucement, que je le sentais à peine. Mais même ainsi, je tressaillais instinctivement. Nous avons besoin de photos de ça, disait-il, sa voix professionnelle cachant à peine la colère. C'est une preuve, et tu dois être examiné par un médecin aussi. Je baissais ma blouse, et me tournais à nouveau. Les larmes, que je pensais déjà sécher, revenant fort, pas de douleur, mais de soulagement. Quelqu'un écoutait, quelqu'un croyait, quelqu'un faisait quelque chose à ce sujet. Les heures suivantes passaient dans un flou. Une femme arrivait, ça devait être Madame Claire Martin, l'assistante sociale. Elle avait les cheveux gris attachés en un chignon sévère, mais des yeux doux derrière des lunettes à monture épaisse. Elle m'emmenait dans une autre pièce, où elle prenait des photos de mon dos avec un appareil photo grand et effrayant, prenant des notes dans un petit carnet, tout en me posant des questions d'une voix basse et contrôlée. Puis venait un médecin, un monsieur âgé en blouse blanche et aux mains douces, qui examinait chaque blessure avec soin, appliquait un médicament qui piquait, mais soulageait ensuite la douleur, et bandait les pires marques. Quand je revenais dans le bureau d'oncle Gérard, il y avait plus de monde là, dedans. 2 officiers de police en uniforme attendaient près de la porte, et maman signait des papiers, sa main, tremblant tellement, qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Nous sommes presque prêts, me disait oncle Gérard. Quand j'entrais, le médecin a dit que tu es déshydraté, et avec le début d'une malnutrition, en plus des blessures évidentes, mais tu iras bien avec les soins appropriés. Oh, je hochais la tête, ne sachant pas quoi dire. Tout se passait si vite que je pouvais à peine suivre. Maintenant, nous allons chez vous, continua-t-il. Ton père devrait rentrer du travail à 7 heures. Et nous allons l'arrêter là, bas. Toi et ta mère resterez dans la voiture de police, protégée. Vous n'aurez même pas à le voir. Si vous ne voulez pas, l'idée de retourner à la maison, d'être à nouveau près du sous-sol, provoquait un frisson que je ne pouvais pas dissimuler. Oncle Gérard le remarquait. Ou vous pouvez attendre ici, si vous préférez. Non, disait maman, se levant, après avoir fini de signer les papiers. Je veux être là,
Je veux le voir être emmené. J'ai besoin de ça pour croire que c'est vraiment fini. Aïe non. Le trajet de retour à la maison était court, mais tendu. Nous étions à l'arrière d'une voiture de patrouille. Oncle Gérard, à l'avant à côté du conducteur. Et une autre voiture de police nous suivait. Personne ne parlait beaucoup. Des Thames and Thames. Oncle Gérard regardait en arrière et donnait un sourire encourageant, mais ses yeux restaient sérieux. Déterminés. Quand nous tournions au coin de notre rue, je voyais papa. Il arrivait à la maison, portant encore ses vêtements de travail sales du marché, tenant un sac qui contenait probablement des fruits et légumes restants, qu'il avait réussi à récupérer à la fin de la journée. En voyant les voitures de patrouille s'arrêter devant notre maison, il s'arrêtait, confus, puis ses yeux se fixaient sur la voiture, où nous étions, et même à travers la vitre. Je sentais son regard croiser le mien. Pendant un instant, je voyais de la surprise sur son visage, puis de la compréhension, et enfin, une colère si intense, qu'elle me faisait me recroqueviller sur le siège. Oncle Gérard et les autres officiers sortaient des voitures et s'approchaient de lui. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je voyais papa gesticuler, pointer vers la voiture où nous étions, son visage devenant de plus en plus rouge. Puis, dans un mouvement trop rapide pour que les officiers le prévoient, il lâchait le sac et s'enfuyait en courant. Fils de chien, entendais-je oncle Gérard s'exclamer avant de partir à sa poursuite, avec les autres officiers. Papa était rapide, habitué au travail lourd au marché, connaissant chaque ruelle et chaque voie du quartier, il tournait un coin et disparaissait de la vue. Avec les officiers juste derrière, nous restions dans la voiture, maman tenant ma main si fort que ça faisait mal, toutes deux en silence, prises dans un larme d'espoir et de peur. Et s'il s'échappait, s'il revenait plus tard pour se venger, les mêmes questions devaient traverser son esprit, car je sentais sa main trembler dans la mienne. Des minutes, qui semblaient des heures, passaient, jusqu'à ce que nous voyions les officiers revenir, entre eux, menottés, et avec une coupure au sourcil, qui saignait beaucoup. Était papa. Il avait l'air d'un animal acculé, furieux, effrayé, dangereux. En passant près de la voiture de patrouille, où nous étions, il tournait la tête, et crachait dans la direction de la voiture. Le crachat n'arrivait nulle part près, mais l'intention était claire. Même vaincu, capturé, il avait encore assez de haine pour toute une vie de violence. Oncle Gérard le poussait dans l'autre voiture de patrouille avec plus de force que nécessaire, claquant la porte avec un bruit sec, avant de venir vers nous. Attrapé ce scélérat en train d'essayer de sauter une clôture sur la rue des Carmes, disait-il, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Il est tombé le visage contre le sol, ça lui va bien. Il regardait nous deux, encore figés à l'arrière, et son visage s'adoucissait. C'est fini, disait-il doucement. Il ne vous fera plus de mal. Il va répondre de tous ceux qu'il a fait. Yetindia, d'une certaine manière, entendre ces mots de la bouche d'oncle Gérard. Un shérif, un homme de loi, rendait tout réel. C'est fini, vraiment fini. Nous n'aurions plus à vivre dans la peur. Il n'y aurait plus de punition dans le sous-sol, plus de ceinture, ni des crises, ni d'humiliation. Les larmes revenaient, mais cette fois, je ne les retenais pas. Je pleurais ouvertement, sanglotant comme l'enfant que j'étais, laissant sortir toute la douleur, toute la peur, toute la tristesse de ces jours terribles. Maman menait la chait, pleurant aussi, et nous restions ainsi pendant longtemps, nous consolant l'une l'autre, pendant que la voiture de patrouille, qui emmenait papa, s'éloignait vers le commissariat. Oncle Gérard nous donnait quelques minutes, puis ouvrait la portière de la voiture. Nous devons prendre quelques affaires à vous, disait-il, des vêtements, des documents, tout ce qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas rester ici. Où allons-nous? Demandai-je, ma voix étouffée par les pleurs. À La Rochelle. Avec moi? Répondait-il, comme si c'était évident. Y a un petit appartement, mais confortable. Il y a de la place pour vous deux, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux. Mais ton travail est ici, disait maman, l'air confus. Comment ça va marcher? Je suis transféré à La Rochelle la semaine prochaine, expliquait-il. C'est pourquoi je suis venu à Nantes, pour régler les derniers détails du transfert. Ton message est arrivé juste à temps. C'était comme si le destin avait conspiré en notre faveur, après avoir si longtemps conspiré contre nous. Le transfert d'oncle Gérard, le fait qu'il était à Nantes précisément,
quand nous en avions le plus besoin. La clé du cadenas, que maman avait trouvée. Des petites coïncidences, qui, ensemble, signifiaient notre salut. Nous entrions dans la maison une dernière fois, accompagnés d'oncle Gérard, et d'un des officiers de police. Maman ne prenait que l'essentiel, quelques vêtements, les quelques documents que nous avions, une vieille photo de ses parents, le chapelet and boys, qui avait appartenu à sa grand-mère. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui valait la peine d'être pris. Je passais par ma chambre, regardant le lit défait, dont j'avais été arraché cette nuit fatidique. Je prenais ma poupée en tissu, le seul souvenir que je voulais garder de cette maison. Tout le reste pouvait être laissé derrière. En passant devant la porte du sous-sol, je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter et de regarder. La porte était entr'ouverte, révélant l'obscurité à l'intérieur. Un frisson parcourait ma colonne vertébrale, alors que je me souvenais des jours et des nuits passées dans ce trou. Plus jamais, murmurai-je à moi-même, plus jamais personne ne m'enfermera nulle part. Oh! Nous quittions la maison sans regarder en arrière, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de Nantes de nuances d'orange et de rose, qui semblaient trop belles pour un jour comme celui-là. Nous remontions dans la voiture de patrouille, maintenant, avec quelques sacs contenant nos affaires, et nous dirigions vers le commissariat. Là, bas, d'autres papiers étaient signés, des déclarations étaient prises, maintenant officiellement. Le médecin revenait pour examiner mon dos, renforçant les bandages. L'assistante sociale donnait à maman quelques brochures sur les services de soutien, sur comment obtenir une ordonnance de restriction, sur les droits des femmes et des enfants victimes de violences. Il était déjà nuit, quand nous quittions enfin le commissariat, épuisés, mais libres. Oncle Gérard avait sa propre voiture, une Peugeot bleu foncé, qui était garée à l'arrière du bâtiment. Il mettait nos sacs dans le coffre, et ouvrait les portières pour nous. À La Rochelle, alors ? Demandait-il, un léger sourire, essayant d'alléger le poids de la journée. À La Rochelle, acquiesçait maman, un profond soupir s'échappant de ses lèvres. Pour un nouveau départ, Aïe. Alors que la voiture s'éloignait de Nantes, les lumières de la grande ville s'estompant derrière, je regardais par la fenêtre, et faisais une promesse silencieuse à moi-même. La promesse, que, peu importe ce que l'avenir réservait, je ne serai plus jamais cette fille effrayée enfermée dans un sous-sol. Je ne laisserai plus jamais personne me convaincre que j'étais stupide, paresseuse ou inutile. Je n'aurai plus jamais peur d'apprendre, d'essayer, d'échouer et d'essayer encore. Les chemins vers La Rochelle, vers notre nouvelle vie, étaient longs. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur du voyage, parce que maintenant je savais que, peu importe à quel point les choses pouvaient devenir mauvaises, il y aurait toujours une porte qui s'ouvre quelque part, il y aurait toujours une chance de s'échapper du sous-sol et de trouver la lumière. Les chemins vers La Rochelle. Cette nuit de janvier 1962 semblait le chemin vers une autre vie. Alors que la Peugeot d'oncle Gérard traversait l'obscurité, je regardais les lumières de Nantes s'éloigner par la vitre arrière. La ville, qui avait été mon foyer, mon cauchemar, ma prison, diminuait dans la distance, jusqu'à devenir juste une lueur orangée à l'horizon. J'arrivais à La Rochelle avec un corps douloureux, une âme blessée, mais avec un nouveau sentiment grandissant en moi, l'espoir. La maison d'oncle Gérard était dans un quartier simple près de la baie de La Rochelle. Elle était petite, salon, cuisine, salle de bain, et 2 chambres. Mais pour quelqu'un qui avait passé une semaine dans un sous-sol humide, elle semblait un palais. De grandes fenêtres laissaient entrer la brise de la baie. Le chant des oiseaux apaisait le sommeil, et l'odeur de l'air frais remplaçait le moisi, qui semblait encore imprégné dans mon nez. Cette chambre est à toi, disait oncle Gérard, ouvrant la porte d'une pièce simple avec 2 lits jumeaux. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et sûr. Sûr, ce mot résonnait dans ma tête, alors que je posais ma poupée en tissu sur l'oreiller, un endroit où je pouvais dormir sans peur, où personne ne me traînerait au milieu de la nuit, où il n'y aurait pas de ceinture, ni de crise, ni de sous-sol. Les premiers jours à La Rochelle étaient faits d'adaptation et de récupération. Les blessures sur mon dos guérissaient peu à peu, grâce aux médicaments et aux bandages qu'oncle Gérard fournissait. Le médecin, qui m'examinait, disait qu'il n'y aurait pas de cicatrices physiques permanentes. Les enfants ont une incroyable capacité de régénération, expliquait-il. Les autres cicatrices,
celles invisibles, mettraient beaucoup plus de temps à guérir. Si elle guérissait un jour complètement, maman se transformait aussi, petit à petit. Au début, elle sursautait encore, effrayée, à tout bruit plus fort, regardait nerveusement la porte, comme si elle s'attendait à voir papa entrer à tout moment. Mais au fil des semaines, son visage perdait cette expression permanente de peur. Elle commençait à sourire davantage, à parler plus fort, à prendre des décisions sans consulter personne. Je me souviens du jour où elle coupait ses cheveux, ses longs cheveux noirs, que papa ne laissait pas toucher, toujours devant être attachés en un chignon sévère. Elle revenait du salon avec les cheveux à la hauteur des épaules. Une coupe moderne pour l'époque, elle semblait rajeunie de 10 ans. Et quand elle se regardait dans le miroir, je voyais une étincelle dans ses yeux, que je pensais éteinte à jamais. La question de l'école surgissait dans les premières semaines. Oncle Gérard insistait que je devais reprendre les études, que c'était mon droit, mais rien que d'y penser me donnait un nœud dans l'estomac. Et si je n'y arrive pas encore, demandai-je une nuit, alors que nous dînions à la petite table de la cuisine, et si les lettres continuent de sauter, si les chiffres se mélangent encore, je connais une école à proximité, qui a des enseignants spécialisés pour les enfants avec des difficultés d'apprentissage, répondait oncle Gérard, me servant plus de pommes de terre sur mon assiette. Il me donnait toujours des portions supplémentaires. Préoccupé de compenser les jours de faim dans le sous-sol, ce n'est pas comme à Nantes. Ici, ils savent comment gérer ça. Ils ont des méthodes différentes. L'école, dont parlait oncle Gérard, était à quelques pâtés de maison de chez nous. Elle était plus petite que mon ancienne école à Nantes, avec des salles de classe plus aérées et des classes plus réduites. Lors de ma première visite, la directrice, Madame Thérèse Dubois, lisait soigneusement le rapport que le médecin avait fait sur mon état. Dyslexie, disait-elle, prononçant un mot que je n'avais jamais entendu auparavant. C'est ce qu'on appelle le type de difficulté que tu as, Odette. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Certaines des personnes les plus brillantes de l'histoire avaient de la dyslexie. Yméen, c'était la première fois que quelqu'un donnait un nom à mon problème, qui n'était pas paresse, laisser aller, ou stupidité. Dyslexie. Le mot sonnait étrange, médical, mais d'une certaine manière réconfortant. Cela signifiait que je n'étais pas seul, que d'autres personnes vivaient la même chose, qu'il y avait un chemin à suivre. Je recommençais en 3e année, mais cette fois avec un soutien approprié. Mon enseignante, Mademoiselle Adèle Bisset, avait de l'expérience avec les enfants dyslexiques. Elle m'apprenait des techniques pour gérer les lettres dansantes, utiliser des matériaux colorés, qui aidaient à distinguer les sons, et surtout, elle avait une patience infinie. Il n'y a pas de bon moment pour apprendre, me disait-elle, quand je me frustrais de ne pas suivre le rythme des autres. Chacun a son propre horloge interne. Les premiers mois étaient difficiles, des années à être appelé stupide, avaient laissé des marques profondes sur mon estime de moi. Chaque erreur me faisait attendre un cri, une humiliation, une punition, qui ne venait pas. À la place, je recevais un sourire encourageant, une nouvelle explication, une chance de réessayer. Lentement, très lentement, je commençais à apprendre, pas seulement à mieux lire et écrire, mais à me faire confiance, à croire que j'étais capable. La première fois que je parvenais à lire un paragraphe entier sans trébucher sur les mots, je pleurais de joie. Mademoiselle Adèle m'enlaçait, ses yeux aussi embués, comme si elle comprenait exactement l'ampleur de cette victoire. Pendant ce temps, la vie à la maison trouvait aussi un nouveau rythme. Oncle Gérard travaillait la journée au bureau du shérif, et maman obtenait un emploi dans un magasin de vêtements en ville. C'était la première fois qu'elle travaillait hors de la maison. Papa ne l'avait jamais permis. Elle rentrait épuisée, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux, fière d'apporter son propre argent à la maison. Les nouvelles de papa venaient par oncle Gérard. Le procès était fixé pour juin 1962. Maman devrait témoigner, mais le juge permettait que je sois épargné de ce traumatisme. Mon témoignage avait déjà été recueilli et serait lu pendant le processus. Quand le jour arrivait, je me réveillais avec un étrange sentiment dans la poitrine, même à des centaines de kilomètres, même en sachant qu'il était en prison et ne pouvait pas m'atteindre. La peur était toujours là, enroulée comme un serpent autour de mon cœur. Maman partait tôt avec oncle Gérard pour Nantes. Je restais avec Madame Claire Martin, l'assistante sociale, qui était devenue une amie de la famille.
et vivait dans le même quartier. Je passais la journée agitée, incapable de me concentrer sur les livres ou les jeux qu'elle suggérait pour me distraire. Il ne revenait que tard dans la nuit. J'entendais la clé dans la porte et courais au salon, anxieuse pour les nouvelles. Le visage de maman était pâle, épuisé, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un mélange de soulagement et de résolution. 15 ans étaient tous ceux qu'elle disait, s'asseyant lourdement sur le canapé. 15 ans de prison, le maximum que la loi permettait à l'époque pour les crimes qu'Antoine avait commis. Une partie de moi ressentait du soulagement. Il serait loin pendant longtemps. Il ne pouvait pas nous faire de mal. Une autre partie ressentait une tristesse confuse, difficile à expliquer, même maintenant, tant d'années plus tard. Après tout, aussi monstre qu'il soit devenu, il était encore mon père. A-t-il dit quelque chose, demandai-je, hésitante. Maman échangeait un regard avec oncle Gérard avant de répondre. Il n'a rien regretté, disait-elle enfin. Il a dit qu'il faisait ce que tout père ferait avec une fille désobéissante et une épouse traîtresse. Ces mots confirmaient ceux que je savais déjà. Au fond, le papa que nous pensions connaître avait été perdu il y a longtemps. Peut-être n'avait jamais vraiment existé. L'homme condamné dans ce tribunal n'était qu'une coquille vide, pleine de colère et d'amertume. Il vaut mieux l'oublier. Odette, continuait maman, caressant mes cheveux, nous allons construire une nouvelle vie ici, juste nous deux. Et que nous faisions. Les années suivantes étaient faites de reconstruction, de découvertes, des petitesses et grandes victoires. Maman était promue au magasin, puis obtenait un meilleur emploi dans une boutique plus sophistiquée. Je continuais à étudier, chaque année avec moins de difficultés que la précédente, grâce aux techniques que j'apprenais pour gérer la dyslexie. En 1965, oncle Gérard épousait Madame Claire Martin, l'assistante sociale. C'était une cérémonie simple au tribunal, suivie d'un déjeuner à l'appartement, que nous décorions avec des fleurs du jardin. À peu près à la même époque, nous parvenions à louer notre propre appartement, un endroit petit, mais confortable, à quelques pâtés de Maison de la Baie. La vie à La Rochelle avait un rythme différent de Nantes, plus lent, plus doux, comme les vagues qui allaient et venaient sur la baie, qui devenait mon refuge les dimanches matins. Maman et moi prenions un panier avec des fruits et des sandwichs, et passions toute la journée assises près de l'eau, parlant, lisant, ou simplement regardant l'eau dans un silence confortable. Terminer l'école primaire était un accomplissement que nous célébrions avec un gâteau au chocolat, que maman faisait spécialement pour l'occasion. Entrer au collège était une autre étape importante. Chaque année terminée était une victoire contre le fantôme de cet homme, qui m'avait appelé stupide, qui avait essayé de me convaincre que je ne serais jamais rien. En 1968, je recevais la nouvelle, qui changerait à nouveau le cours de ma vie. Oncle Gérard rentrait à la maison un soir, les visages graves, et demandait à parler à maman en privé. Je restais dans le salon, prétendant lire un livre, mais essayant en réalité d'entendre la conversation dans la cuisine. Je ne captais que des fragments, mais c'était assez pour comprendre. Papa était mort en prison. Les détails venaient plus tard, dans des conversations murmurées, qui n'étaient pas pour mes oreilles, mais que je parvenais à capter quand même. Une bagarre entre détenus, un couteau improvisé, un garde, qui arrivait trop tard. Je ne ressentais ni tristesse, ni oeil, juste un étrange vide, comme si une porte s'était enfin fermée. Maman semblait ressentir la même chose. Elle ne pleurait pas, ne se lamentait pas, elle hochait simplement la tête. Quand oncle Gérard demandait s'il devait s'occuper de l'enterrement, « Fais le minimum nécessaire », disait-elle, nous n'irons pas à l'enterrement. Et nous n'y allions pas. Ce jour-là, pendant que quelque part à Nantes, un cercueil simple descendait dans la terre, avec les restes de l'homme qui avait été mon père, j'étais à l'école, présentant un projet sur l'histoire française. La vie continuait sans regarder en arrière. Les années 70 arrivaient avec tous leurs changements et nouveautés. J'étais déjà adolescente, découvrant la musique, la mode, les amitiés et les premiers amours. La dyslexie était toujours là, mais j'avais appris à vivre avec, à ne pas la laisser me définir. Je devais encore étudier plus que les autres, j'avais encore besoin de plus de temps pour lire et écrire, mais je ne me sentais plus inférieure à cause de cela.
En 1972, je passais l'examen d'entrée pour le programme de pédagogie. Je voulais être enseignante, aider d'autres enfants comme moi, qui avaient des difficultés, que personne ne comprenait. Maman était si fière, quand je réussissais, qu'elle organisait une fête pour tout le quartier, servant du gâteau et du soda à quiconque se présentait. L'université était un autre défi surmonté. Chaque contrôle, chaque devoir, chaque présentation était une bataille contre la dyslexie. Mais c'était des batailles que je savais maintenant comment mener. Je terminais mes études en 1966, à 24 ans, avec des notes qui n'étaient pas les plus hautes de la classe, mais qui représentaient beaucoup plus d'efforts que la plupart ne pouvaient imaginer. C'était à l'université que je rencontrais Robert, un étudiant en droit aux yeux doux et au sourire facile, qui m'invitait pour un café après une conférence sur l'éducation inclusive. Au début, j'hésitais, les hommes me faisaient peur, ramenaient des souvenirs que je préférais oublier, mais Robert était différent, patient, respectueux, compréhensif. Quand je lui racontais mon passé, les cicatrices, qui ne se voyaient pas. Nous nous marions en 1978, dans une cérémonie simple près de la baie, avec peu d'invités, mais beaucoup d'amour. Maman pleurait pendant toute la cérémonie, mais c'était des larmes de bonheur. Elle-même ne se remariait jamais, ne voulait plus d'hommes dans sa vie. J'ai eu assez d'amour pour toute une vie, disait-elle, quand quelqu'un demandait, avec un sourire énigmatique, que je ne parvenais jamais à déchiffrer complètement. Robert et moi avions 2 enfants, Paul, en 1980, et Marie, en 1983. Quand Paul commençait à montrer les mêmes signes de difficulté que j'avais eu à l'école, je les reconnaissais immédiatement. Cette fois, il n'y avait ni panique, ni honte, juste la certitude qu'il aurait tout le soutien que je n'avais pas eu, qu'il ne traverserait jamais ceux que j'avais traversés. La vie suivait son cours, avec des joies et des peines, comme toutes les autres. Maman nous quittait en 1995, aussi doucement qu'elle avait vécu ces dernières années. Elle s'endormait une nuit et ne se réveillait pas le lendemain matin. Oncle Gérard partait quelques années plus tard, en 1998, laissant un immense vide dans notre famille. Robert prenait sa retraite de la pratique du droit en 2010, moi de l'école spéciale, que j'avais aidé à fonder en 1985. Nos enfants grandissaient, obtenaient leur diplôme, construisaient leur propre famille. Paul devenait médecin, spécialisé en neurologie pédiatrique. Marie suivait mes traces et devenait enseignante, travaillant avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Et maintenant, à 72 ans, assise ici à cette fenêtre à Nantes, où je suis revenu vivre après le décès de Robert en 2018, je regarde en arrière et vois une vie qui aurait pu être complètement différente, si ce n'était pas pour cette aube de janvier 1962, quand maman trouvait le courage de me sortir du sous-sol et de demander de l'aide. Mes chers, qui m'avaient écouté jusqu'ici, c'est l'histoire de Mamie Odette, une fille qui était appelée stupide, mais est devenue enseignante, qui était enfermée dans un sous-sol, mais a trouvé la liberté, qui était brisée, mais s'est reconstruite plus forte. Si vous traversez des moments difficiles, si vous sentez que vous êtes piégé dans votre propre sous-sol, quel qu'il soit, sachez qu'il y a toujours une issue. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il suffit de faire le premier pas vers elle. Avant de dire au revoir, je voudrais faire une demande spéciale. Si cette histoire a touché votre cœur, donnez un pouce en l'air à cette vidéo et abonnez-vous ici. Cela aide beaucoup cette vieille dame à continuer de partager ses histoires et peut être aidé d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. Une étreinte chaleureuse de cette mamie, qui, malgré tout, croit en l'amour, en la force de la justice et en la capacité que nous avons tous de nous reconstruire, peu importe combien de fois la vie essaie de nous abattre. Jusqu'à la prochaine vidéo. Mes sœurs, merci pour votre patience.